Bonjour, le regroupement de géographes du Québec est heureux de vous présenter le webinaire intitulé Étudier les risques hydrométéorologiques en Afrique, le rôle clé du géographe. Ce webinaire est présenté par Raymond Cabot, doctorant en sciences géographiques à l'Université Laval et assistant de recherche pour le projet Saga 2, mené au Sénégal et en Côte d'Ivoire par la FAO en partenariat avec le gouvernement du Québec. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Sans plus tarder, si nous regardons en fait la carte à droite de notre écran, à gauche de notre écran, nous voyons que l'Afrique est quand même assez desservie en ressources en eau souterraine, en eau de surface. Euh, c'est différent de ce qu'on présente souvent sur le continent africain comme étant un continent qui ne dispose pas beaucoup d'eau, qui est souvent véhiculé dans les médias, ce qui n'est pas réellement le cas. Comme vous pouvez le voir, nous avons en Afrique un ensemble de grands systèmes d'eau de surface qui jouent en fait qui joue un rôle important pour les populations, puisque la plupart des activités économiques en Afrique sont liées à l'agriculture, donc à la disponibilité de la ressource en eau. D'ailleurs, le plus long fleuve au monde est le Nil. Il y a une discussion qui est faite entre le Nil et l'Amazonie. Et aussi en Afrique, on a le deuxième plus grand bassin versant en termes de drainage, qui est le bassin du fleuve Congo. Donc, on a un ensemble de réseaux hydrographiques assez denses. Euh, le seul souci, c'est que c'est dispersé de manière disparate, en fait. S'il n'y a pas une répartition uniforme au niveau du territoire, comme vous pouvez le voir, surtout au nord, où nous avons... Ben, ça a figé, donc on t'a perdu pendant un certain temps, mais là, ça Ok. fonctionne, tu es de retour. C'est bon, ok. Je disais que ben, l'Afrique dispose d'un ensemble de réseaux, d'un ensemble de réseaux hydrographiques assez denses, en fait, comme vous pouvez le voir avec les bassins, les grands bassins comme le Nil, le Congo, le Tchad, le Niger. La seule problématique de la disponibilité de la ressource en eau en Afrique est liée à la faiblesse des infrastructures qui ne permettent pas, en fait, d'avoir une gestion efficace de cette ressource et de pouvoir rendre plus disponible la ressource en eau au niveau des populations pour qu'ils puissent faire leurs activités, que ce soit les activités économiques, culturelles ou les activités liées à l'eau. Allô. Cependant, ce territoire est sujet en fait au risque hydrométéorologique, à savoir les sécheresses et les inondations qui sont de plus en plus fréquents dus à un contexte de changement climatique, mais aussi à la variabilité climatique, à la dégradation environnementale, surtout avec le changement d'occupation du sol où des espaces qui étaient naturellement végétalisés sont redevenus des espaces en fait de prairies ou bien artificialisés, imperméabilisés avec l'existence de l'éviction de plusieurs villes dans les pays africains. Donc, ce qui favorise en fait, comment dirais-je, la récurrence et la sévérité des risques hydrométéorologiques, comme on peut le voir récemment avec les sécheresses au Kenya, en Éthiopie, en Somalie, en Zambie et en Zimbabwe, qui ont perdu beaucoup d'argent parce que les chutes du lac Victoria, qui sont l'un des plus, les chutes les plus grands au monde ont connu un assèchement record. Donc, les gens ont beaucoup perdu d'argent à cause de cela. Aussi, nous avons eu récemment des inondations au Nigeria et même au Sénégal, là où je me trouve présentement. D'ailleurs, je suis là pour faire du terrain et travailler sur ces questions. En Libye, au Maroc, ces inondations ont été à l'origine de dégâts matériels et humains importants, importants qui ont affecté les populations, mais aussi les infrastructures.
Nous avons aussi les tempêtes qui ne font que devenir récurrents de plus en plus avec les cyclones Idai et Freddy qui ont frappé Madagascar, Mozambique et le Comore. Donc, le continent africain est réellement sujet aux risques hydrométéorologiques. Cependant, le risque qui revient de plus en plus dans la tête lorsqu'on parle de l'Afrique est le risque de sécheresse et de sécheresse hydrologique. Comme vous pouvez le voir ici, dans les années 1970, ouais. De 1970 à 80, la bande sahélienne de l'Afrique a connu des sécheresses records qui ont été à l'origine, en fait, de la disparition progressive presque du lac Tchad. Le lac Tchad qui faisait 24 000 km² en 1950 et a perdu des étendues d'eau énormes et se retrouve maintenant à avoir une superficie de 1700 km², ce qui a affecté les cours d'eau qui dépendent aussi de ce lac Tchad. Cette diminution de la précipitation d'accord, des conséquences néfastes sur le continent, puisqu'elle crée des stress hydriques, des déficits hydriques que nous voyons ici sur la carte en bas de Léal et Filio qui montre en fait les personnes qui ont été affectées par le stress hydrique ou bien la pénurie en eau de 1980 à 2020. Et c'est presque tous les pays du continent qui ont été affectés, et particulièrement les pays qui se trouvent dans la corne de l'Afrique Est. Donc, ce sont des risques et des risques hydrométéorologiques qu'il faut étudier, documenter dans le continent, puisqu'elles sont à l'origine, en fait, de dégâts matériels et humains importants. Pour ce faire, euh, nous avons eu comme objectif, en fait, d'étudier ces phénomènes. Mais cependant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'études sur ces risques pour nous permettre, en fait, d'avoir un matelas de recherche qui a été déjà fait pour pouvoir soutenir notre recherche après. Cela est dû à un manque de réseaux d'observation suffisants ou des pistes des réseaux d'observation dus à plusieurs problématiques. Nous avons le problématique du financement qui est souvent insuffisant pour les organismes qui s'occupent de la gestion des données hydrométriques, pluviométriques, etc. Et aussi, nous avons les instabilités politiques incessantes qui ne font que aggraver en fait la situation, surtout quand on veut avoir des données de suivi sur de longues périodes pour pouvoir en fait étudier efficacement ces risques hydrométéorologiques. L'autre, l'autre lacune est particulièrement liée aux données sur les ressources en eau souterraines. On sait que les ressources en eau souterraines sont liées aux ressources en eau de surface et permettent aussi d'expliquer les risques hydrométéorologiques, de les caractériser et aussi de suivre leur évolution dans le futur. Sauf que il n'existe pas assez de réseaux de mesure pour les ressources en eau souterraines, ce qui euh, rend de plus en plus difficile l'étude des risques hydrométéorologiques. Nous avons noté aussi dans la littérature qu'il y a que une des problématiques était liée aux approches qu'on utilise. Souvent, ce sont des approches unidimensionnelles, donc des approches qui utilisent des analyses, des approches quantitatives qui utilisent des analyses statistiques ou mathématiques pour produire des modèles, essayer de caractériser les phénomènes à partir de cette approche quantitative sans prendre en considération les aspects sociaux, environnementaux et culturels qui participent aussi à expliquer ces risques. Et donc, quand on les prend pas en compte, et on risque de biaiser en fait les résultats qu'on propose seront biaisés parce qu'il y a cette prise en compte de socio-environnementale qui n'a pas été faite en amont. Et enfin,
D'autres auteurs ont montré que ce qui bloquait aussi les études sur les risques hydrométéorologiques était dû aussi aux indices qu'on utilisait. Souvent, ce sont des indices qui sont des indices globaux qui ne tiennent pas compte des différences locales. Donc, elles ne favorisent pas en fait la spécificité des différents bassins versants. Euh, et masque en fait la variabilité spatiale réelle de ces risques, comment elles se manifestent sur les différents territoires. Donc, ce qu'il propose, c'est plus de faire des études plus locales pour pouvoir mieux documenter les risques hydrométéorologiques et pouvoir les gérer à la suite. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de répondre à ces différentes problématiques en essayant de travailler dans un niveau très local avec des bassins de l'ordre de 200 à 400 kilomètres carrés au niveau de l'ouest du Sénégal. Ici, on est à l'ouest du Sénégal. Euh, Nous avons la capitale Dakar complètement à l'ouest. Et au niveau de ce territoire, nous disposons d'un ensemble de petits bassins versants qui sont des bassins versants pilotes pour étudier en fait les risques hydrométéorologiques. Puisqu'il y a un risque hydrométéorologique extrême qui est l'assèchement de ces différents cours d'eau euh, dû à la variabilité climatique en fait des années 1970 à 1980 avec un ensemble de périodes de sécheresse extrême qui ont réellement entamé l'existence de la ressource en eau de surface, mais aussi à cause des politiques qui ont été prises, puisque au Sénégal, Dakar regroupe presque près de un quart de la population du Sénégal. Donc, tout le monde est regroupé à Dakar. Il faut de l'eau. Il faut de l'eau pour soutenir, en fait, cette croissance démographique qui ne fait qu'augmenter. Donc, la politique de l'État a été d'aller chercher de l'eau au niveau du nord du Sénégal, où se trouve le fleuve, et de l'acheminer vers Dakar. Comme vous le voyez sur la carte à gauche, avec les pointillés bleus qui montrent en fait le tracé du transfert d'eau vers Dakar. Sauf que ce transfert d'eau n'est pas suffisant. Il ne couvre que 50% de la demande. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir satisfaire la demande. Donc, le moyen qu'on a trouvé, c'est d'exploiter les ressources en eau souterraine qui sont plus à l'est vers la région de Thiès. Donc, il y a une exploitation intensive des nappes de cette zone, ce qui a fait baisser drastiquement le niveau piézométrique au niveau de cette zone et a contribué à accélérer, comment dirais-je, la criticité ou bien la sévérité de ce risque hydrométéorologique qui est l'assèchement des cours d'eau. Donc, à travers ce contexte, le géographe peut se permettre d'étudier en fait, les risques hydrométéorologiques puisqu'il a reçu euh, souvent une formation qui lui permet en fait d'utiliser des outils analytiques d'ingénierie environnementale avec la modélisation hydrologique et hydrogéologique, la modélisation statistique, la modélisation climatique et la télédétection. Télédétection. Dans notre cas, nous avons privilégié la modélisation statistique. Donc, nous avons utilisé un ensemble de modèles statistiques pour essayer de caractériser notre phénomène en se basant sur un ensemble de paramètres, que ce soit les précipitations, les débits, les eaux de surface, les eaux souterraines avec les niveaux piézométriques, la demande en eau, euh, l'évolution de la demande en eau et d'autres paramètres pour essayer de caractériser ce phénomène, de suivre les années euh, qui ont été critiques et de pouvoir proposer leur durée de retour afin de pouvoir avoir une vision prédictive ou prévisionnelle des situations de sécheresse à venir. Donc,
On s'est alors basé sur des données assez locales, c'est-à-dire des données d'observation au niveau des différentes stations piézométriques, au niveau des différentes stations pluviométriques aussi, et au niveau des différentes stations de débit. Sauf qu'on s'est rencontré à un réel problème. Il n'y avait pas trop de données de débit disponibles. Donc on a pu travailler quand même on s'est adapté et on a travaillé sur les autres paramètres qui étaient disponibles sont des paramètres assez locaux, donc c'est des observations in situ euh, qu'on a utilisées, mais seulement en travaillant sur ces informations, euh, on risquait de perdre l'information au niveau global parce qu'il y a une influence euh, certaine des températures de surface de la mer sur euh, l'évolution du climat. Parce que les températures de surface de la mer façonnent le climat et façonnent en fait l'existence de la ressource en eau, surtout en Afrique, comme on peut le voir. Ici, les box que j'ai mis, celui en noir, c'est la zone où se manifeste El Niño. Et on sait que El Niño a un réel influence sur les sécheresses et les inondations, surtout les sécheresses en Afrique, surtout au niveau de l'Est de l'Afrique. Quand El Niño est actif, souvent on a des sécheresses en Éthiopie, Somalie, comme je viens de le dire précédemment. Nous avons aussi le box bleu qui, 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 qui est la zone où s'active l'oscillation atlantique multidécennale, qui a de réelles influences sur les précipitations en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest et sur la zone sahélienne. Et enfin, nous avons le box en rouge qui est la mer Méditerranée qui influence aussi les précipitations au niveau de notre zone d'étude. Donc, on peut, le géographe arrive à utiliser des échelles assez locales et des échelles globales et à les mettre ensemble pour bien comprendre son phénomène à étudier comment dirais-je, produire de l'information qui est efficace pour la gestion de ces risques hydrométéorologiques. Donc, à la suite, oups, je pense que, ouais, désolé parce que les équations sont parties, mais c'est bon, c'est pas grave. À la suite, nous avons fait un ensemble de modélisations sur la disponibilité de la ressource en eau. Nous avons identifié les années qui étaient critiques euh, de 1950 jusqu'à présent, les années où on a eu des sécheresses et on a, à partir de cette modélisation, essayé de comprendre quelles sont les durées de retour probables de ces événements de sécheresse. Cela nous permet en fait d'avoir une vision de gestion des potentiels sécheresses qui pourraient arriver dans la zone. Et on s'est rendu compte que la disponibilité en eau était réellement liée à l'activation de l'oscillation atlantique multidécennale. En fait, quand les températures de surface de la mer dans le box bleu sont en phase positive, c'est-à-dire qu'il y a les températures de surface de la mer sont chaudes, il y a beaucoup plus d'humidité, donc il y a beaucoup plus de précipitations dans d'autres zones. Et quand les températures de surface de la mer dans cette zone sont en phase négative, c'est-à-dire se refroidissent, on est en présence de périodes de sécheresse dans notre zone comme on peut le voir sur cette figure à droite où de 1970 à 1990, on a été dans une phase négative ou une phase de baisse de l'amont Donc, toutes ces informations, que ce soit les durées de retour et la manifestation des grands modes de variabilité climatique comme l'oscillation atlantique multidécennale et El Niño, participent à eux deux à nous donner de l'information pour gérer ces risques hydrométéorologiques, que ce soit dans le sec comme dans l'humide, c'est-à-dire pour gérer les sécheresses comme pour gérer les inondations.
Cependant, l'assèchement de ces cours d'eau n'est pas seulement dû à la variabilité climatique, aux effets du climat, il est aussi dû aux effets des pressions humaines sur les systèmes hydrologiques. Comme je vous l'ai dit, les politiques dans la région étaient de satisfaire coûte que coûte la demande en eau de la région de Dakar de la capitale de la capitale Dakar. Donc, la solution qu'on a trouvée, c'est d'exploiter les ressources en eau souterraine qui se trouvaient à l'est dans ma zone d'étude pour acheminer cette eau vers la Dakar et satisfaire la demande. Et cela a créé de réelles conséquences puisque le niveau piézométrique est en constante baisse au niveau de la zone. Ici, j'ai tracé le profil en fait de la nappe et on voit que au niveau de la zone, là où convergent les flèches d'écoulement, il y a eu beaucoup. Il y a toujours un prélèvement intensif qui fait qu'il y a une déconnexion entre les ressources en eau souterraine et les ressources en eau de surface et explique aussi l'assèchement des cours d'eau dans ma région. Donc, sauf ces informations que j'ai utilisées, on se rend compte que aussi les données que j'ai utilisées sont souvent sujettes à, à, comment dirais-je, à des limites, puisque souvent je me retrouvais avec des séries chronologiques qui n'étaient pas complètes. Donc, il fallait les compléter avec des méthodes statistiques ou bien des méthodes mathématiques pour pouvoir travailler avec. Je me suis dit alors que je pouvais pas m'arrêter à uniquement ces données. Donc, il fallait chercher d'autres données pour avoir une robustesse dans les résultats à proposer. Et le géographe peut aller chercher alors a la possibilité d'aller chercher des données comme les données satellitaires ou bien les données de réanalyse de différents modèles globaux de la Terre. Parce qu'on a aussi reçu une formation de cartographe, mais aussi de télédétection, un peu qui nous permet en fait d'aller chercher de l'information complémentaire pour mieux comprendre notre phénomène et pouvoir le documenter, le caractériser et pouvoir ensuite donner des recommandations de gestion. Ici, j'ai mis à droite l'ensemble des satellites et des données de réanalyse qui peuvent permettre aux gens qui travaillent sur l'Afrique de pouvoir les utiliser et ce sont des données qui ont des couvertures temporelles et spatiales assez complètes. Donc, nous n'avons pas de trous dans ces données et ça nous permet en fait d'étudier et de documenter les risques hydrométéorologiques et surtout les systèmes hydrologiques en Afrique, comment elles évoluent. En utilisant ces données de réanalyse et ces données satellitaires et en faisant les mêmes traitements que j'ai fait sur les données d'observation, nous avons une cohérence entre ce que j'ai trouvé, les résultats que j'ai trouvés au niveau avec les données d'observation et ce que je trouve avec ces données euh, satellitaires. Donc, ce sont des moyens alternatifs pour pouvoir mieux étudier les phénomènes et les risques hydrométéorologiques en Afrique. Et je me suis rendu compte que AMO aussi, c'est-à-dire l'oscillation atlantique multidécennale, avait une influence sur les ressources en eau souterraine. Donc, AMO expliquait euh, pour un grand pourcentage l'existence des eaux de précipitation, l'existence des eaux de surface, mais aussi l'existence des eaux souterraines qui sont liées aux eaux de surface. Donc, sauf que on peut pas seulement s'arrêter à la dimension physique pour étudier ces phénomènes. Il y a une dimension qui est importante, qui est la dimension humaine. Et le géographe a aussi, lors de sa formation, reçu, reçu une formation qui lui permet en fait de s'intéresser aux aspects socio-environnementaux de ces risques. En faisant quoi? En s'intéressant à la dimension humaine.
les deux citations qui sont les suites sont super intéressantes et je les aime beaucoup parce que ça explique bien, euh, euh, comment dirais-je, le fait de pouvoir, l'importance de prendre l'humain de prendre en compte l'humain dans l'analyse de ces risques. Comme Giré qui dit que l'analyse statistique des faibles débits sans prise en compte de l'humain n'est qu'une analyse de l'aléa et sans aucun intérêt et non du risque en général. Et Peck qui dit que sans la rationalité sociale, la rationalité scientifique est vide et sans la rationalité scientifique, la rationalité sociale reste aveugle. Donc, il y a une grande dimension humaine à prendre en compte et on peut l'analyser à partir de la perception des risques chez les populations. Donc, comment étudier la perception des risques chez les populations? J'ai pris l'approche qu'a développé Maker, qui est de s'intéresser à la prise de conscience de ce risque chez les populations. Est-ce qu'ils développent une certaine inquiétude face à ces situations de sécheresse ou d'inondation? Est-ce qu'ils sont aussi préparés face à ces situations de risques hydrométéorologiques? Lui, il dit que plus la prise en compte est développée, plus on développe une inquiétude face aux risques hydrométéorologiques et plus on est préparé. Et si la préparation est moindre et faible, on est de moins en moins inquiet face aux risques et on est de on a moins en moins, on prend conscience de moins en moins du risque. Donc, pour étudier cette perception, j'ai fait un ensemble de questionnaires, d'entrevues semi-dirigées et un cadre proactif de prise de décision. En fait, l'idée, c'était de faire participer les populations à la coproduction des informations sur les risques hydrométéorologiques, mais aussi de leur faire participer à l'élaboration d'un plan de gestion des risques hydrométéorologiques dans la zone dans la zone qui serait adaptée à leur contexte. Parce que souvent, ce qui est proposé, c'est de partir d'une approche quantitative, physique, où on identifie les récurrences des événements et on propose des solutions. Et la solution qui est proposée souvent, c'est les restrictions d'usage en période de sécheresse. C'est-à-dire qu'on arrête tous les usages, que ce soit des usages comme l'arrosage l'arrosage des parcelles pour l'agriculture que les populations ne comprennent pas et n'acceptent pas parce qu'ils n'ont pas été pris en compte et n'ont pas été pris en compte dans le processus d'élaboration de ces plans de gestion. Et c'est cette erreur que nous voulions pas faire. Donc, il fallait prendre en considération les informations venant des populations et leur faire participer à l'édiction de ces plans de gestion. Donc, on a produit des connaissances, coproduit ces connaissances sur les états hydrologiques avec les populations et elles nous ont bien expliqué qu'est-ce qui était à l'origine, en fait, de l'assèchement de ces cours d'eau en disant qu'il y avait une prolifération de forages dans la zone, qu'il y avait aussi des barrages en amont qui retenaient l'eau et qui ne permettaient pas à l'eau aux populations qui sont en aval d'accès, comment dire, de pouvoir avoir accès à cette eau. Donc, toutes ces informations et aussi, il y a eu un changement d'occupation du sol assez majeur dans cette zone qui ne favorise pas ou qui intensifie en fait ce risque hydrométéorologique qui est l'assèchement des cours d'eau dans cette région. Donc, les cours d'eau sont passés d'un état d'écoulement intermittent à un état éphémère où il y a de l'écoulement que quand il y a une précipitation intense. Et 2 jours après, il y a presque plus d'eau. Le cours d'eau est tari. Donc, ensuite, on a fait une triangulation de ces résultats. On a essayé de voir si ce qu'on a trouvé au niveau statistique se ressentait chez les populations. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle cohérence entre ce qu'on a modélisé statistiquement et ce que les personnes qui sont sur place, les populations, vivent.
En fait, ici, c'est un extrait du discours d'une femme qui n'est jamais allée à l'école, qui me parlait de fréquence des événements extrêmes. Elle me dit, voilà, souvent les gens oublient que les événements extrêmes se produisent tous les 7 ans. C'est même écrit dans le Coran avec l'histoire du prophète Joseph. Donc ça, c'est purement de la pratique du territoire. Ben, il y a une interprétation aussi du Coran, mais aussi il y a la pratique du territoire et les informations ou bien les connaissances qu'ils ont reçues à travers les sources orales. euh, à travers les générations et des générations, donc, et qui sont des connaissances qu'il faut prendre en considération parce que ça nous permet en fait de bien comprendre le phénomène qu'on étudie et de pouvoir le mettre dans son contexte. Donc, et en regardant cette situation de la dame et en se référant aux différentes modes de variabilité, je me suis rendu compte aussi que la fréquence de El Niño était de 2 à 7 ans. Peut-être qu'il y a une relation à aller chercher là-dedans. Donc, ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une complémentarité entre les informations statistiques qu'on a calculées et ce qui est perçu au niveau du territoire. Parce que ici, c'est une carte qui montre en fait les zones qui sont les plus sensibles à l'assèchement des cours d'eau, aux sécheresses. Et on s'est rendu compte que les zones où il y avait plus d'eau, les populations nous disaient que là, dans leur territoire, il ne manque pas d'eau. Et les zones là où on a moins d'eau, les populations nous le disaient que eux, ils arrivent pas à avoir des cours d'eau qui restent au moins 2 mois après la saison des pluies. Donc, tout part de suite dès que les précipitations sont finies, la saison pluviométrique est finie et il ne reste plus d'eau dans les différents bassins versants. Et à la fin, nous avons aussi essayé de mesurer la préparation pour voir si les populations étaient réellement préparées à de réelles probabilités de situations de sécheresse dans la région et d'inondation. En faisant un ensemble de scénarios où on leur présentait un scénario où on leur disait que voilà, votre territoire est à risque de sécheresse. Qu'est-ce que vous allez prendre comme moyen pour faire face à cette situation? Cela nous permettait en fait de voir s'ils sont préparés ou pas. Et on s'est rendu compte que la préparation n'était pas aussi élevée chez les populations, ce qui nous a donné la puce à l'oreille pour documenter cette information et vouloir donner des recommandations en disant qu'il faut réellement des campagnes de sensibilisation concernant les risques hydrométéorologiques pour les populations euh, afin qu'elles soient sensibilisées à ces risques et qu'elles puissent développer des stratégies d'adaptation et ne pas attendre souvent seulement l'État pour pouvoir agir. Donc, et à la fin, nous avons proposé un outil de la décision qui nous permet en fait de situer les différentes années. S'ils sont dans le bleu, ça veut dire qu'on est dans des années qui sont humides. Et plus on tend vers le rouge, plus, plus on est dans des années où on a des sécheresses et des états super critiques. Cet outil de la décision permettra en fait aux gestionnaires de pouvoir développer des systèmes d'alerte précoces et de pouvoir sensibiliser les populations pour les années où on a des précipitations soit intenses comme des précipitations déficitaires. Donc, merci de votre attention. C'était ça que je voulais à vous présenter. Et voici. Merci de votre attention. N'hésitez pas à suivre nos activités. Vous pouvez nous écrire ou visiter nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et notre site web. Le RGQ est heureux de partager avec vous, géographiquement vôtre, au plaisir.